sommes le 20 avril 2016 et aujourd'hui c'est à mon tour de vous faire un webinaire et c'est un grand plaisir. Alors je vais vous parler ce soir d'un sujet qui me tient fort à cœur et qui, vous allez voir, c'est assez amusant en plus. Ce sont les métaphores et en particulier les métaphores utilisées dans le cadre du coaching d'équipe. Dans le cadre du coaching d'équipe, nous verrons que on peut créer de grandes choses grâce aux métaphores. Et donc le thème, c'est bien l'utilisation des métaphores en coaching d'équipe. Alors deux parties dans mon exposé. La première partie sera un petit peu théorique autour des métaphores. Et le deuxième sera beaucoup plus exemplatif et j'espère que vous vous amuserez bien en participant de votre côté à cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Alors en fait, les métaphores, elles font partie de notre vie, et on va voir quelques exemples tout à fait après. Et ça aussi bien quand nous sommes éveillés que dans nos rêves et dans notre sommeil. On utilise des métaphores de façon consciente pour exprimer des sentiments, la description d'une situation. Et inconsciemment, pendant le sommeil, nos rêves assemblent aussi des métaphores et des symboles dont certains sont facilement attribuables et reconnaissables et d'autres sont si obscurs qu'ils restent un mystère. Et tant mieux que dans notre vie, il reste encore quelques mystères de nos rêves. Alors voilà quelques exemples que nous employons souvent. Alors s'il vous plaît, tapez un peu aussi quelques exemples dans le chat de métaphores qui vous viendraient. Alors ici, j'en ai pris quelques-unes du genre je suis gelé, les bras m'en tombent. Ah, il faut faire la lumière sur cette affaire. J'en ai plein le dos. C'est lourd de conséquences. Ah, je suis au pied du mur, je vois. J'ai des pieds de pied. J'en ai ras-le-bol. J'ai les jambes coupées. J'ai des cheveux à ailes de corbeau. J'ai la peur au ventre. Oui, très belle métaphore, tout ça. Je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Je vois le bout du tunnel. Ah, j'ai la chair de poule. Oui, oui, oui. Hein, très belle métaphore aussi. Je suis estomaqué. Oui, le grand coup dans le ventre. Après ça, je suis désolé si je n'ai pas le son, mais voilà, je ne peux pas faire grand-chose. Ah. Les bras m'en tombent. Oui, voilà, ça, je l'avais donné tout à l'heure, Gisèle. Il a la rage au corps. Oui. Vous voyez que nous employons beaucoup de ces métaphores. euh, et le mot de passe, cette énergie, ce n'est pas une métaphore, c'est un rappel. Merci, Valérie. Donc voilà, les métaphores, on en emploie beaucoup. Alors il y en a qui sont un peu moins évidentes et qu'on emploie quand même très régulièrement. Par exemple, quand on dit quel est votre point de vue, alors que la conversation est autour d'une situation de type intellectuel. Où je suis sous pression, alors on utilise ça dans le travail, en disant je suis sous pression au travail. Euh, voilà, on n'est pas une casserole à pression, mais voilà, cette expression est utilisée. Comme si nous étions une locomotive prête à démarrer ou tout à fait dans l'attente d'un départ imminent. Alors je ne vois pas clair en vous, c'est aussi une métaphore. Je reviens à je suis sous pression. Parfois, des métaphores viennent de choses qui ne sont plus proches de nous ici, parce que être mis sous pression vient d'une époque où on utilisait beaucoup plus la vapeur pour faire fonctionner des machines ou des locomotives ou des véhicules. Oui, parfois, et je vois que ça continue le défilé, j'ai pété un plomb, Patrice Laguerre, donc il y a de nombreuses métaphores. Alors merci beaucoup pour toutes ces métaphores qui sont devenues un thème d'un développement ces dernières années par des nouvelles techniques utilisées par les thérapeutes et qui peuvent être évidemment utilisées par les coachs. Ils ont appelé ça le symbolic modeling, ou la modélisation symbolique, et le clean language. Je n'ai pas vu de traduction, mais je pourrais l'appeler un langage épuré. Alors, la modélisation symbolique est un processus qui se concentre sur la reconnaissance et l'exploration des métaphores propres à un client, en utilisant un langage qui aura la plus petite influence possible sur le contenu exprimé par le client. Une définition compliquée, mais si vous demandez à votre client pourquoi, qu'est-ce qu'il pourrait imaginer comme métaphore de lui-même, et qu'il dit par exemple, ben, je me vois comme un chat.
Donc voilà une métaphore utilisée par votre client. Et là, on va jouer le jeu en disant un chat et quel genre de chat? Et puis le client répond par exemple un chat de gouttière. Ah, alors un chat de gouttière, que fait un chat de gouttière? Donc on va commencer à interroger notre client sur base d'un langage très simple qui utilise, euh, qui utilise les mots utilisés par le client pour poser une question qui approfondit la réflexion. Et on s'apercevra après relativement vite que l'utilisation de cette métaphore va permettre à notre client de faire une série de découvertes sur lui-même en se projetant dans sa métaphore et non pas en se focalisant sur sa personne dans l'environnement. Donc c'est une technique qui convient facilement pour une séance de coaching et c'est particulièrement efficace lorsqu'un client semble bloqué ou quand il est pris au piège dans la répétition de certains comportements. S'il est bloqué, qu'il n'arrive pas à répondre à des questions, euh, une des métaphores que vous pouvez demander, c'est quelle expression utiliseriez-vous pour définir la position que vous avez maintenant, par exemple. Et là, il va probablement vous donner une métaphore sur laquelle vous pouvez commencer à travailler. L'utilisation de la métaphore, les questions sont abordées à un niveau beaucoup plus profond que simplement l'esprit conscient et les changements de comportement sont plus immédiats. On va le voir tout à l'heure dans l'exercice que c'est assez puissant. La, Quand on travaille avec les métaphores, on travaille également sur l'inconscient. Tout à l'heure, j'avais pris la métaphore d'être sous pression. Or, nous ne connaissons plus les machines à vapeur, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans notre esprit inconscient, cette notion de pression et qui s'approche d'un départ, d'un moment important, euh, est quand même présente, même si nous n'avons pas l'explication immédiate. Alors, l'utilisation des métaphores, ben, ça peut inclure une confiance qui augmente, la réduction du stress aussi, par projection sur la métaphore, ou la réduction de la dépression, mais ici c'est plutôt dans le cas des thérapeutes que le cas des coachs, et surtout sur plus de clarté sur la direction de vie du client. Alors, le processus est sans risque. Contrairement à d'autres processus invasifs, c'est un processus assez léger, qui est assez facile à apprendre et qui s'expérimente dans le plaisir et dans la joie, puisque l'on parle d'une forme d'externalisation de la situation du client. Donc même pour lui, ça peut être... Je suis désolé, mais il semblerait qu'il y ait une petite interruption de la connexion. Je pense que maintenant, vous devez de nouveau m'attendre. Voilà. Donc j'étais en train de dire que le processus est sans risque, qu'il est assez facile à apprendre et qu'il s'expérimente dans la joie. Alors on va l'expérimenter tout à l'heure entre nous. Mais comme c'est le client qui conduit, c'est lui qui choisit sa métaphore, c'est lui qui choisit les comportements, qui choisit l'environnement, qui choisit les compétences de sa métaphore. C'est lui qui décide qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la vie de sa métaphore. Donc là, il ne faut pas être extraordinairement expérimenté. Ce qui est surtout important, je peux un tout petit peu essayer de changer un tout petit peu le son. Voilà, voilà. Donc ce qui peut être appris par le client lui-même est évidemment beaucoup moins dangereux pour lui-même que si c'était le coach qui inventait une méthode. Alors, le coach lui-même, une description commune qu'on utilise, c'est qu'il tient un miroir en face de son client dans lequel son client se voit lui-même et il voit sa vie dans une nouvelle perspective. Alors je voyais juste une question un tout petit peu après. Comment est-ce que la métaphore est en relation avec le coaching provocateur? Mais en fait, on va rester
on peut rester dans l'utilisation de la métaphore assez provocateur, parce qu'en fait, on va provoquer non pas le client, mais la métaphore qu'il a utilisée. Hein, donc, c'est évidemment beaucoup plus facile. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du son aujourd'hui, mais apparemment, il y en a quelques-uns d'entre vous qui a des complications. Et c'est vrai, Isabelle, merci. On va dans le monde du client en utilisant sa métaphore. Alors, on va évidemment travailler pour le permettre au client d'avancer dans sa métaphore et dans sa perspective de vie, avec des questions ouvertes, bien sûr, des questions de clarification et des techniques de renvoi de l'image, c'est-à-dire de reformulation. Hein, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que j'entends, et comment je reformule ce que le client a dit. Donc, dans une session de modélisation symbolique, le client décrit sa problématique comme une métaphore. Et le coach reprend alors la métaphore en utilisant les mots exacts du client et pose une question au sujet de la métaphore, qui permet au client d'aller à l'avant à mesure que la métaphore évolue. Alors ça vous semble peut-être un petit peu compliqué, mais vous allez voir tout de suite dans l'exercice qu'on va faire, c'est comment ça peut fonctionner. Alors, les métaphores choisies sont soit en rapport avec la culture, on l'a vu tout à l'heure dans les exemples que vous avez donnés, certaines des métaphores étaient liées avec la culture ou avec certains aspects spécifiques. Hein. Donc, d'autres métaphores sont en lien avec la langue, ils sont parfois des jeux de mots, des choses comme ça, et beaucoup de métaphores sont aussi individuelles. Chacun peut avoir ses propres métaphores. Euh, il peut y avoir quelqu'un qui dit bah, je me sens comme un oiseau, ou je me sens comme un chat, ou je fonce comme une Formule 1. Chacun peut donc inventer ses propres métaphores qui sont des images représentatives de ce qu'il va pouvoir dire. Alors on comprend facilement comment le coach peut exploiter les métaphores individuelles. C'est relativement simple, vous écoutez ce que votre comme un singe triste dans une cage. Merci Gisèle. Et donc les métaphores individuelles sont relativement simples. Vous entendez votre client utiliser une métaphore et vous reprenez les éléments de sa métaphore pour l'interroger au sujet de la métaphore et voir comment elle évolue. Maintenant, venons à la problématique qui pourrait se poser quand on est devant une équipe. Vous avez 8, 10, 12 personnes autour de la salle, de la table auquel vous travaillez. Est-ce qu'il était possible de concevoir le team coaching et d'utiliser les métaphores en team coaching? Et comment est-ce que je pourrais créer une métaphore commune à tous les membres de l'équipe? Alors ça peut sembler tout à fait impossible, parce que chaque membre de l'équipe a sa propre conception de l'image qu'il voudrait utiliser pour se décrire. Donc on peut difficilement dire, vous êtes tous des chats, vous êtes tous des chiens. Ça ne va pas fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à ce moment-là pour pouvoir concevoir une métaphore qui soit beaucoup plus collective? Alors, une proposition, c'est d'abord de trouver un environnement commun. Alors, je parlais des chats, des chiens, des poules. Ben, par exemple, on pourrait prendre comme environnement commun la ferme. Et dans une ferme, il y a énormément d'éléments qui peuvent servir de métaphore. Les chats, les chiens, les poules, les vaches, le cochon, le taureau, la truie, le fermier, la fermière, les enfants du fermier et de la fermière, le bâtiment, la nourriture des animaux, l'étang dans lequel les canards vont patauger. Donc il y a énormément d'éléments qui peuvent être utilisés. Et dans cette ferme, chacun des membres de l'équipe peut alors choisir sa propre métaphore. Alors moi, je vous fais une proposition. Pour travailler avec une équipe, je vous fais une proposition, c'est d'utiliser une métaphore qui fait appel à beaucoup de choses que nous connaissons et qui, depuis notre enfance, nous passionne ou nous intéresse en tout cas et nous intrigue et ne laisse personne indifférent, c'est le cirque. Alors, dans un cirque, il y a énormément de jobs possibles, il y a énormément de positions possibles et de rôles dans un cirque. Chacun peut choisir dans un cirque un rôle extrêmement différent. Ainsi, cette petite image nous donne déjà quelques idées.
On pourrait choisir d'être un objet dans le cirque, d'être par exemple la tente dans laquelle le cirque se fait, de choisir d'être le clown, un acrobate, un- une équipe d'acrobates, un échassier, quelqu'un qui travaille avec les chevaux. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de rôles, un jongleur, je vois là en bas, un prestidigitateur, le lion, l'éléphant. On peut choisir toute série de rôles, la punaise, le filet. Je vois dans les commentaires, le fil, la roulotte. Donc il y a énormément de rôles qui peuvent être choisis. Mais en général, vous vous rendrez compte que c'est plutôt rare que les gens prennent des objets non vivants. C'est plutôt en général des objets vivants, des personnes ou des animaux qui vont être choisis par les gens dans les métaphores. Mais voilà. Et ça permet bien sûr pour le jongleur de garder toutes les balles en l'air. Voilà, Jenny qui donne encore une métaphore tout à fait applicable à ce moment. Donc, quand chacun des membres de l'équipe avec laquelle vous êtes a choisi un rôle dans ce cirque, vous avez déjà assemblé une série de rôles, de métaphores individuelles dans le cadre d'un environnement commun. Et alors, à ce moment-là, il y a pas seulement les jobs qui sont à l'avant dans un cirque, il y a aussi tous les jobs qui sont à l'arrière. Vous pourriez avoir quelqu'un qui dit je veux être le vétérinaire, je veux être la personne qui fait la comptabilité, je veux être la personne à la caisse, je veux être celui qui tient la corde de sécurité des acrobates, ou je veux être celui qui nourrit les animaux, ou voilà, peu importe. Chacun peut choisir un rôle derrière la scène. Je vois Gisèle qui dit le club Med, ça pourrait être aussi une bonne métaphore en entreprise, oui, bien sûr. J'ai quand même un petit doute là, Gisèle, par rapport au Club Med, c'est que c'est une entreprise. Alors, pour faire une métaphore qui sorte une équipe d'une entreprise, du cadre entreprise, j'aurais une préférence pour une métaphore qui est tout en dehors d'une entreprise, et le cirque, bien sûr, le cirque est une entreprise aussi, mais il fait peut-être beaucoup plus appel à notre connaissance et notre intelligence collective. Il y a des choses qui sont tout à fait communes à tous dans l'image qu'on a du cirque. On a tous une certaine compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un clown, un jongleur, un acrobate, un orchestre, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont assez communes. Voilà. Alors les commentaires sont extraordinairement intéressants, mais je ne vais pas m'arrêter, si vous voulez bien, pour le moment à chacun des commentaires, sinon nous n'arriverons pas au bout du temps. Mais j'adore que vous en donniez, n'arrêtez pas. Alors, on a parfois des gens qui disent dans une équipe, je ne veux pas jouer un rôle. Je ne veux pas dire, je ne veux pas jouer le rôle. Je ne veux pas jouer votre histoire de cirque. Je ne veux pas être dans le coup. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une fois une personne qui m'a dit, je ne veux pas être manipulé psychologiquement dans votre jeu. À ce moment-là, je vous fais une proposition, c'est de respecter ça en disant, êtes-vous d'accord d'être le spectateur dans ce cirque? Êtes-vous simplement d'accord d'être assis sur les bancs autour de la scène et d'être là et de regarder ce qui se passe dans ce cirque? Et êtes-vous d'accord qu'à la fin de l'interrogation, je vous demande ce que vous avez observé dans le cirque? Jusque maintenant, je n'ai pas eu quelqu'un qui vraiment me disait non, ça ne marche pas. Je n'accepte même pas d'être un spectateur. Euh, C'était la position minimale, en tout cas pour rester dans l'équipe et pour rester dans le coaching d'équipe. Alors, je vous propose maintenant, pour vous-même, et si vous voulez, vous l'écrivez dans le chat, de dire, dans ce cirque auquel je pense maintenant, quel serait le rôle que j'aimerais avoir? Et je vais laisser passer un peu quelques instants pendant que d'aucuns d'entre vous disent, tiens, voilà le rôle que je voudrais avoir dans un cirque. Funambule, trapéziste, coach, éclairagiste, clown, monteur, cavalier, jongleur, clown, dressing, équilibriste, moteur, monsieur loyal, musicien, filet, conceptrice, voleuse, accueil, soigneur, trapéziste, éclairage, tel qui distribue les bonbons, chapiteau. Ah, plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées.
Bravo. Et j'aime bien ce culinaire, accueil, dompteur. Ah là là, voilà, il y en a du monde dans ce cirque, hein. C'est vrai que vous êtes nombreux aujourd'hui. L'homme dans le canon, le clown, le psy, le fou du roi, euh, l'accompagnateur, l'animateur de la soirée. Ben voilà déjà pas mal de rôles qui sont posés. Alors ici nous sommes devant un coaching d'équipe, donc on peut supposer qu'on ne dépassera pas euh, un nombre raisonnable de personnes, de l'ordre d'une dizaine, peut-être 12 au grand maximum. À ce moment-là, nous allons passer à une phase suivante. Donc chacun aura choisi son rôle dans le cirque, comme vous venez de le faire maintenant pour vous-même. Et à ce moment-là, on va commencer à investiguer, donc à poser une série de questions à chacun des personnages dans le cirque et voir avec ce personnage comment il se situe dans le cirque. Alors toutes mes questions vont tourner autour d'un certain nombre de choses qui sont quel est votre rôle dans le cirque? Imaginons par exemple que quelqu'un a choisi d'être le clown. Quel est votre rôle de clown dans le cirque? Ben, mon rôle de clown, c'est d'amuser les gens, de les faire rire, de faire la liaison entre les différents spectacles pendant qu'on prépare la scène, euh, d'intervenir s'il y a un moment délicat et d'apporter une image légère et d'humour dans toutes les circonstances. Alors qu'apportez-vous dans le cirque, vous clown? Alors, c'est pas à ceux qui ont décidé d'être clown ici. Qu'est-ce qu'ils répondraient à cette question? Quel est votre apport dans le cirque en tant que clown? Apporter de l'humour et de la légèreté? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez encore répondre en tant que clown? Apporter de l'émotion? Oui, magnifique. De l'humilité, faire rêver, une prise de recul, décentrer, la liaison entre les séquences. Voilà. Magnifique, la créativité. Faire oublier les soucis aux gens, j'adore ça. Légèreté, dérouter, l'énergie. Alors, je vais utiliser ces questions dans mon prochain team coaching. Merci beaucoup. C'est pas... Vous prenez-vous pour un clown quand vous faites un team coaching? Mettre à jour des comportements, voilà, mettre l'audience joyeuse et excitée. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé cette question de l'apport, on peut commencer à poser des questions qui vont un peu plus loin. Et dans ce rôle, quelles sont vos responsabilités? Par exemple, dans le rôle du clown, on va avoir, en dehors de la responsabilité de faire rire, on va avoir une responsabilité, par exemple, d'assurer, et ça arrive parfois, la continuité du spectacle quand il y a un problème, par exemple. Une question plus intéressante, c'est que recevez-vous comme récompense en tant que clown? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre récompense en tant que clown? Hmm? Les applaudissements du public, le rire des enfants, le lien avec les spectateurs, l'attention, les yeux qui pétillent, la synergie, l'apport de la joie, la détente, les sourires, les hugs, les câlins, pardon, le bonheur des autres, le rire des gens. Ok. Quand on a fait ça, je m'aperçois que vous êtes très... Vous voyez qu'il y a de nombreuses réponses possibles quand vous regardez ce qui se passe dans le chat. Aimer, la reconnaissance, être aimé peut-être, l'émergence, la bienveillance. Alors la récompense du clown, c'est certainement une chose à bien évaluer. Et à ce moment-là, on peut poser d'autres questions qui vont un peu plus dans l'organisation du site. Hein. Quelles sont les relations que vous avez avec les autres? Et en particulier, qu'attendez-vous d'eux et de qui en particulier? Je ne l'ai pas inscrit ici. Mais qu'attendez-vous des personnes et de qui attendez-vous cela? Par exemple, on pourrait avoir un exemple, qu'est-ce que j'attends des autres? Par exemple, Monsieur Loyal, j'attends que lui me fasse signe quand il a besoin que je monte en scène, par exemple. Qui est le meneur de la...
enfin, monsieur Loyal est le meneur de l'activité du cirque, hein, en tout cas en scène, et donc quand il y a, c'est lui qui peut voir s'il y a un moment où quelqu'un doit intervenir, comme par exemple le clown. Donc voilà ce qu'il attend d'autres personnes. Ce qu'il attend aussi peut-être d'autres, c'est que la musique soit synchrone. Voilà un excellent exemple. Hmm. Euh, et donc, je pose cette question. Je pose aussi la question aux autres en disant qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous dans votre position de clown? Qu'est-ce que les membres du cirque, les autres personnes attendent de vous? Ah, vous serez bien surpris des différentes réponses que vous allez recevoir de vos clients et des membres des équipes quand vous répondez à ce genre de questions. Et ici, je vois que ceux qui ont choisi d'être clown répondent, vous partagent, de l'écoute. Ils attendent de vous peut-être aussi une forme de participer à la sécurité, euh, d'amener le public à être plus attentif à leurs à leurs exploits, par exemple, et de relever par sa présence la difficulté qui est parfois moins apparente de certaines actions dans le cirque. Hmm. Il attend évidemment de vous que vous ameniez et que vous participiez, comme on dit maintenant, à ce que la scène soit prête lorsqu'ils vont monter en scène, hein, que la scène soit bien préparée quand les suivants vont arriver. Et ils attendent évidemment de participer à un travail d'équipe. Question intéressante pour le clown après, c'est, voilà, vous êtes clown aujourd'hui dans ce cirque. Quels sont vos projets dans le cadre de votre fonction de clown? Qu'est-ce que vous allez développer ou quelles sont les idées que vous avez pour développer quelque chose dans votre travail d'équipe? Euh, je vois Isabelle qui pose la question, qu'aimeriez-vous devenir plus tard? Oui, par là, par exemple, créer une relève, renouveler mon répertoire, voilà aussi un bon projet, trouver toujours de quoi surprendre, changer de costume. Voilà une série de projets. J'ai vu aussi peut-être trouver un partenaire, innover, euh, aller dans un cirque encore plus grand, ça veut faire une progression de carrière, de clown drôle devenir triste, c'est-à-dire mettre un nouveau programme en place, avoir du changement. Et puis voilà, qu'aimeriez-vous changer? Question suivante. Et vous pouvez commencer à inviter des tas de questions autour de ça. Ce qui est important dans votre questionnement, c'est de toujours revenir au fait que vous posez la question au clown. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez changer en tant que clown? Quels sont vos projets en tant que clown? Quelles sont vos relations en tant que clown avec les autres membres du cirque? Même si les gens sont cités par rapport aux fonctions qui sont là autour de la pièce, mais ce sont tous des membres du cirque à ce moment-là. Toute l'équipe est dans le cirque. Il n'y a donc pas, pour répondre à la question qu'il y avait avant, de lien immédiat avec la réalité du travail. Mais ce qui va se passer, c'est que l'utilisation de cette métaphore va favoriser l'expression des liens et des manques de liens, des difficultés, des facilités, des lieux de friction et des lieux de plaisir, de façon assez franche, parce que chaque fois que quelqu'un parle, il parle au nom de son avatar, au nom de sa métaphore, et il s'adresse aux avatars, aux métaphores des autres qui sont autour d'eux. Donc il n'y a pas de confrontation immédiate, mais il y a confrontation entre les personnes qui sont autour de la table dans leur métaphore, donc dans leur rôle dans le cirque. Ce qui évidemment évite des confrontations directes et qui permet quand même de développer pas mal d'idées. Je vous souhaite d'assez rapidement expérimenter ce genre de questionnement. C'est vraiment passionnant. Euh, et pendant ce temps-là, demander à un membre de l'équipe ou faire vous-même éventuellement, mais c'est peut-être mieux encore de demander à un membre de l'équipe de dessiner ce qu'il entend et en particulier au niveau des relations, des besoins qu'il y a entre les personnes dans les dans
dans la salle, dans le local dans lequel on est en train de travailler. Donc tous les rôles qui sont représentés, sachant qu'il y a un certain nombre de rôles qui ne seront parfois pas représentés et qui seraient quand même nécessaires. À ce moment-là, on peut demander quelle est la métaphore, quel est l'avatar qui manque et que l'on voudrait rajouter, et quel est le lien avec cet avatar qui manque et qu'on voudrait rajouter, ou qu'une personne voudrait rajouter dans les différents rôles sur le site. Donc, voilà la façon de prendre des notes. Euh, Personnellement, je le fais un petit peu différemment de l'image qui est là, c'est-à-dire que je fais trois cercles dans lesquels le cercle du milieu, je mets les gens qui travaillent dans la piste. Dans le deuxième cercle, je mets ceux qui sont directement en lien avec ceux qui travaillent dans la piste. Et en troisième cercle, ceux qui sont plus extérieurs au cirque, parce que parfois, des gens choisissent des rôles extrêmement différents. Je vais vous donner un exemple de situation dans laquelle j'ai utilisé cette métaphore, et on ira un peu plus loin après dans l'utilisation. C'était une équipe dans une entité de recherche, et dans cette équipe, dans ce département, dans cette entité de recherche, il y avait une douzaine de personnes, non, huit personnes. Et dans ces 8 personnes, il y avait un patron de l'équipe, euh, 4 scientifiques universitaires avec des contrats de scientifiques, donc c'est un petit peu particulier comme façon de travailler. Ce ne sont pas des gens qui ont un contrat à durée indéterminée, mais ils ont des contrats renouvelables tous les ans pour travailler comme scientifique pour cet institut. Et c'est un phénomène assez courant dans le monde para-universitaire et scientifique que ce genre de contrat existe. Et puis 3 personnes qui sont des techniciens de laboratoire, qui sont des personnes qui ont des contrats fixes et qui sont là en permanence, et pour un certain nombre d'entre eux avec énormément d'expérience. Et en tout cas d'expérience sur l'utilisation des outils d'investigation qu'ils employaient, nettement supérieure à l'expérience des jeunes étudiants en doctorant qui arrivent là pour faire leur travail scientifique. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est quand même l'utilisation de matériel scientifique assez sophistiqué. Et il est évident que les gens du laboratoire avaient beaucoup plus d'expérience pour l'utilisation des outils que les scientifiques qui arrivaient pour un an ou deux pour, entre autres, travailler sur le sujet et faire leur mémoire, leur mémoire de doctorat. Donc voilà une équipe qui est composée de 2 groupes bien distincts. Là. Déjà, le fait de choisir les différents rôles et de travailler sur les liens qu'il y avait entre les différents rôles dans ce qui a permis de voir qu'il y avait des choses reconnues comme étant nécessaires, et c'était assez amusant de voir que chaque personne avait finalement choisi des rôles qui étaient proches de leur position dans l'entreprise. Donc les techniciens avaient plutôt choisi des rôles à l'extérieur de la piste, et les scientifiques avaient plutôt choisi des rôles dans la piste. C'est assez intéressant. Mais pendant la conversation, ils se sont rendus compte, en tout cas, ils ont posé le fait qu'il y avait beaucoup de relations nécessaires entre ceux qui sont hors de la piste et ceux qui sont dans la piste. C'était une découverte assez intéressante. Et le plus amusant, je ne sais plus quel rôle il avait choisi, le patron du département, mais à un moment donné, lui-même, avant qu'on sorte même de la métaphore, a fait la remarque comme quoi il n'y avait pas de directeur dans ce cirque, il n'y avait pas de chef dans ce cirque. Pour lui-même, c'était déjà une prise de conscience extraordinairement importante sur la façon dont il envisageait son rôle dans ce cirque. Et ce n'était pas je vois Isabelle qui crie aïe aïe, c'était pas une découverte négative, c'était une découverte qui était neutre en soi. Neutre en soi et qui permettait donc à cette personne en particulier de se rendre compte que tout d'un coup, en dehors de son rôle scientifique, il avait un rôle aussi de lien et un rôle d'organisation qui n'était peut-être pas entièrement assumé et qui était effacé derrière son rôle scientifique qui lui était extraordinairement bien mené et qui d'ailleurs avec une réputation et une notoriété tout à fait remarquable. Donc voilà. Je vois ici Jenny qui dit c'est très utilisable pour les médecins qui sont dans la piste et les ouvrières qui sont hors de les infirmières qui sont hors de la piste. C'est également un genre d'environnement dans lequel on pourrait se trouver avec parfois des difficultés de communication entre ces 2 groupes de personnes.
Quand le dessin est fait, vous voyez que à ce moment-là, on a une personne que j'ai oubliée et que vous avez peut-être aussi oubliée, c'était le spectateur. Alors le spectateur ou la spectatrice, qui voulait se mettre en dehors du jeu, qui voulait rester hors du jeu et dire oui, moi je veux pas rentrer dans votre jeu, je ne veux pas rentrer, je veux pas me faire psychanalyser par vous. Euh, Expression que j'ai entendue. Qu'est-ce qu'on peut lui poser à ce moment-là comme question? La première, c'est qu'est-ce que vous avez vu? Puisque c'est ce que je lui avais demandé au départ. Et qu'est-ce que vous avez pensé pendant que je posais les questions aux autres? Alors, c'est évidemment déjà assez intéressant de voir un peu comment la pensée et les sentiments s'expriment. Une question qui est la question plus piège. Jenny, non, le spectateur n'est pas le client c'est toute l'équipe. Hein, donc le client c'est toute l'équipe qui cherche à résoudre un projet dans lequel la communication à l'intérieur de l'équipe est terriblement importante. Donc, et je ne crée pas de spectateur si personne n'a voulu jouer ce rôle, bien entendu. Hein, le spectateur sera présent si une personne se positionne en spectateur, en disant je veux rester spectateur de ce qui se passe. Je ne vais pas forcer quelqu'un à se mettre en spectateur, mais je pourrais poser la question à l'équipe de la position pas du rôle de spectateur, même s'il n'y en a pas dans l'équipe. Mais à ce moment-là, je demande à toute l'équipe de répondre. Alors, c'est par exemple, la première question sera comment est-ce que le cirque pourrait expliquer exister sans spectateur? Donc, comment est-ce que votre équipe, sous-entendu, comment est-ce que votre équipe pourrait exister dans l'entreprise sans l'entreprise, qui elle observe ce qui se passe dans l'équipe, éventuellement. Donc ici, mais ici j'avais un spectateur qui est un exemple typique. Donc la question c'était de dire d'abord comment est-ce que ce cirque pourrait exister sans spectateur? Est-ce qu'un cirque sans spectateur existe? Ah, je vois Isabelle qui écrit, ben voilà, les artistes existent grâce au regard du spectateur. Effectivement. Et quel est le pouvoir d'un spectateur? Un spectateur, c'est un pouvoir absolument extraordinaire. C'est lui qui sanctionne. C'est lui qui, par sa présence ou son absence, par ses applaudissements ou par ses sifflements et ses huements, sanctionne la qualité du travail de chacun des artistes. Hein, le spectateur est effectivement un personnage extraordinairement important et parfois il est insignifiant. C'est un enfant, c'est qui n'a voilà, il est là comme spectateur et il exprime, même parfois de façon et souvent d'ailleurs et heureusement de façon extraordinairement émotionnelle, sa position par rapport et son évaluation, son jugement par rapport au travail qui a été fait. Alors, une autre question qu'on peut, une fois qu'on a un peu évalué le problème du pouvoir du spectateur et qu'on peut, euh, donc, qu'est-ce que ce spectateur a comme pouvoir, son pouvoir sanctionneur, son pouvoir de dire c'est pas bon, son pouvoir aussi de ressentir que ce n'est pas bon lui-même et de le faire savoir et d'agir en se retirant, d'agir en tournant le dos, d'agir en faisant la grève, enfin peu importe. Il a un pouvoir extraordinaire, même s'il est déraisonné. Ce pouvoir existe de toute façon. Hein. Il a cette capacité oui, de lancer des tomates, s'il a envie de lancer des tomates. Après ça, je pourrais peut-être dire aux spectateurs, mais vous êtes là quand même, assis dans le cirque. Comment pourriez-vous décrire votre attachement à ce cirque? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez quand vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Et si vous vous permettez un jugement, quel est le besoin que vous avez en vous qui fait que vous avez envie de juger? Si vous étiez tout à fait indifférent, vous n'auriez peut-être pas envie de juger. Il peut partir, effectivement, hein, comme dit Isabelle. Donc, on peut vraiment travailler sur le spectateur et c'est très intéressant parce qu'en faisant ça, il revient, il recrée des liens avec les membres du cirque. Et aussi, on peut lui poser la question en disant, quand vous sortez après la séance, qu'est-ce qui vous manque? Quand vous partez, on finit un spectacle qui était très beau, quel genre de tristesse que vous ressentez? Qu'est-ce que vous aimeriez quand même prolonger?
malgré qu'il faut partir. Ah, c'est vrai, comme dit Elsa, la situation du spectateur est confortable. Je n'ai pas besoin de performer. Par contre, elle est moins confortable une fois que le spectateur commence à comprendre sa position et que de spectateur, il devient aussi critique. Ce qui est souvent le cas quand vous avez quelqu'un qui se met sur le côté d'une équipe, elle est rarement indifférente, elle est souvent critique. Alors ici, le rôle d'un critique, c'est un rôle existant qui peut exister dans les spectateurs d'un cirque. Il peut y avoir un journaliste ou quelqu'un comme ça qui vient à le fait que le spectateur est terriblement important et qu'il peut avoir un rôle si le critique est très négatif à l'extérieur et qu'il présente le travail des artistes du cirque de façon négative, il peut y avoir un véritable effet négatif sur l'environnement et on pourrait avoir moins de gens qui viennent au spectacle. Et dans une entreprise, ça peut se traduire par une forme de perte de confiance par rapport à l'équipe, une forme de distance qui se prendrait entre les différents départements et ce département, par exemple. Donc voilà l'intérêt de aussi bien interroger le spectateur sur son rôle et quand il a un peu répondu et qu'il voit sa responsabilité, on peut l'interroger un peu sur ses rôles, sur qui compte-t-il et qu'est-ce qu'il compte apporter dans son rôle. À ce moment-là, pour répondre à certains, euh, oui Isabelle, je vois, ça peut être la peur de prendre sa place, oui, ça peut être la peur de prendre sa place, ça peut être aussi la, la cachette ou l'endroit où une personne cache ses peurs ou cache sa colère ou sa tristesse par rapport à une situation. Justifié ou non justifié, d'ailleurs ce n'est pas notre rôle d'essayer de voir si c'est justifié, mais peut-être juste de reconnaître la présence de ces sentiments de la part de la personne qui se met en spectateur. Et c'est vrai, comme dit Hélène, une bonne question, c'est qu'apporte-t-il de précieux à l'équipe qui est là et qu'est-ce que le spectateur permet à l'équipe de découvrir et par exemple quel peut être son rôle sur la qualité du travail. À ce moment-là, on revient à la réalité. Alors, pour revenir doucement à la réalité, on va demander à chaque membre de l'équipe, après avoir fait donc, imaginez le temps que ça prend quand vous avez une équipe de 8 personnes à interroger, chacune sur son rôle, de prendre un petit peu de temps, de prendre des notes, ou de mettre un tableau dans lequel l'essentiel se retrouve. Euh, Ça prend un peu de temps, bien sûr, et voilà, ça c'est nécessaire d'arriver à le faire. Donc, demander à chaque membre de l'équipe, alors à chacun à son tour, c'est comment il se sent d'abord après cet exercice. Les ressentis sont terriblement importants, les émotions aussi, quelles sont les émotions et les ressentis vécus à ce moment-là, en étant à la fin de la description du rôle dans le site. Qu'est-ce que cette personne a observé et quelles sont ses découvertes personnelles? Euh, Question intéressante aussi, c'est après tout ce qui a été discuté, voudriez-vous garder le même rôle dans ce cirque? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer et comment pourriez-vous l'améliorer? Alors la question, dans quelle mesure ce cirque est-il le reflet de l'équipe dans laquelle vous vivez dans la réalité? Et avec tout ce que vous avez découvert dans la métaphore, quel est le changement personnel que vous voudriez apporter dans le travail de l'équipe? Et si vous avez une proposition à l'équipe pour un changement, une amélioration, une nouveauté, c'est le moment de le faire. Donc il y a un double engagement, là c'est qu'est-ce que je fais moi et qu'est-ce que je propose à l'équipe de faire, sans forcer l'engagement. Alors Karine pose la question de combien de temps prend un coaching comme celui-ci. Ben, les 2 fois où je l'ai fait, ça a duré pratiquement toute une journée. Toute une journée. Mais la richesse de l'information reçue est absolument extraordinaire. Est absolument extraordinaire. Et les résultats attendus, ben, les voilà. C'est essentiellement un teamwork qui conduit vers le succès, c'est un agrément sur un certain nombre de projets, c'est un team qui va aller de l'avant, c'est des solutions ou des approches de solutions
pour les éventuels règlements de conflits qu'il pourrait y avoir entre les personnes. C'est une prise de conscience de l'importance de certains rôles et aussi de la difficulté de certaines tâches. Alors, je vais prendre toujours l'exemple dans mon équipe de scientifiques et de laborantins. Dans cette équipe, les laborantins se croisaient un peu les bras en disant ces jeunes qui sont doctorants, ils viennent de sortir de 5 ans d'université ou 6 ans d'université, ils n'ont qu'à savoir comment ça marche. Or, quand ces laborantins regardaient dans le microscope électronique, ils reconnaissaient immédiatement un certain nombre de virus et je ne sais pas quelles autres petites bêtes, que je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais eux étaient capables de reconnaître du premier coup d'œil certains virus, par exemple, parce que c'était un département où on faisait de la virologie, que les étudiants, enfin les doctorants ne reconnaissaient pas immédiatement. Alors, avant ce travail en équipe, les laborantins disaient, oui, ben bon, ils ont étudié, hein, c'est quand même pas normal qu'ils ne reconnaissent pas. Mais ils se sont rendus compte dans ce travail qu'en fait, c'est par leur expérience et par l'accumulation des observations qu'ils avaient pu faire qu'ils ne se trompaient plus dans leurs observations. Et ça a créé un respect mutuel dans la façon de voir, parce que aussi les jeunes doctorants sont devenus beaucoup plus modestes par rapport aux laborantins quand il y avait une recherche à faire. Donc tout ça peut être extraordinairement riche. Hmm. Voilà. Il y a une question qui est posée ici maintenant, c'est est-ce que les gens réutilisent entre eux la métaphore? Oui. Parce que dans ce team coaching, on avait 3 jours et c'était le premier jour, on a travaillé comme ça. Puis les 2 jours suivants, on est plutôt passé à la définition des différentes actions qui pourraient se mettre en œuvre et puis la recherche des ressources nécessaires, etc. Enfin, vous connaissez tous les compétences qui terminent un coaching. Après avoir fait une série de prises de conscience, il faut choisir des options et puis sur base des options, avancer sur des choses concrètes pour que ça avance à faire ce genre de... Donc là, on avance de façon tout à fait intéressante. Alors, il nous reste quelques minutes pour que vous posiez des questions et j'en vois une ici. Que proposez-vous dans le cas d'un groupe nouvellement formé et qui cherche à définir son action? Alors, dans le cas d'un groupe nouvellement formé et qui cherche à définir son action, je n'utiliserai pas directement une métaphore qui est une métaphore de position établie. Parce que je demande aux gens du cirque, quel rôle avez-vous dans le cirque? Je ne leur demande pas comment allez-vous faire pour être un de ceux qui construisent le cirque, qui définissent un nouveau cirque. Donc ça serait peut-être quelque chose de différent. Il faudra peut-être avoir de l'imagination pour un autre type de métaphore. On pourrait imaginer par exemple que on dise à cette équipe qui va se former que vous voudriez construire une cabane dans les arbres qui soit capable de les recevoir tous pour leur réunion. Et de commencer à imaginer quel rôle chacun voudrait avoir pour construire la cabane dans les arbres. Pas quelque chose qu'on fait très peu, donc pour lequel il y a relativement peu de références dans l'équipe. Et de voir un peu comment les rôles se répartissent et puis de voir comment proposer un peu le même genre de questions. Donc là, on serait devant une métaphore de construction de quelque chose. Je vois quelqu'un marquer la construction d'un immeuble, ça peut être à peu près la même chose. Je voudrais que je revienne sur la diapositive précédente, eh bien je vais y revenir tout de suite. Voilà. Peut-être que vous voudriez prendre des notes. Ceux qui enverront leur double mot de passe quand je leur enverrai l'adresse pour le CCEU et le fait que je l'ai introduit, je mettrai en copie le PowerPoint. Il n'y a aucun souci pour que vous le partagiez. À préparer un voyage de plusieurs mois, par exemple, hein, Bias Coaching propose aussi, peut être quelque chose d'intéressant. Et je n'ai pas donné le password de début, je l'ai donné tout à l'heure, c'est bien celui du début. Si je le répète à la fin, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc pour moi, dans quelques instants, je vais vous donner le password, le mot de passe de fin. Quelles sont encore les questions qui pourraient vous rester à la fin de cet exercice? Il nous reste encore 2-3 minutes pour y répondre. Voilà, je n'ai pas d'autres. Ah, si, je vois qu'il y en a quelques-uns qui tapent, donc je vais probablement recevoir quelques questions.
Alors, je vois ici des questions. Je trouve cette approche très intéressante. Merci. Comment garder la dynamique du groupe quand on les questionne sur leur rôle? C'est assez intéressant que le fait qu'on travaille avec une métaphore et une position de métaphore attire beaucoup plus l'attention que si je travaillais directement sur le rôle existant. Parce que tout ce qui va être dit par celui qui est interrogé est neuf pour les autres. Donc ça crée assez fort de la curiosité et parfois des commentaires sympathiques ou des questions aussi. C'est assez intéressant en dynamique de groupe. Comment est présentée l'approche en amont? Si la question se pose par rapport à la signature d'un contrat avec un client, l'idée d'expliquer carrément au client qu'on va utiliser la première journée une forme de jeu pour bien comprendre quels sont les mécanismes de relation entre les personnes dans l'équipe. Et souvent, enfin dans les deux, trois cas où j'ai été, celui qui signait le contrat était aussi le patron de l'équipe qui venait travailler avec. Donc je ne vais pas donner beaucoup d'éléments sur la métaphore que j'ai utilisée en prétextant que ce serait une surprise pour lui comme pour les autres, de façon à ce qu'il puisse jouer le rôle de la même façon. Dans quel cas cette métaphore ne marcherait pas? euh, Oui, vraiment, il y a des situations où c'est pas adapté. Ici, c'était une métaphore qui a bien marché puisqu'il fallait recréer de la communication entre deux parties d'une équipe. C'est un exemple. D'autres exemples, c'était pour découvrir des mécanismes pour améliorer la performance euh, qui était considéré par tout le monde comme étant dû à un manque de performance qui était dû à un manque de communication. Donc voilà, on a un peu regardé ça. On avait aussi une équipe extrêmement diverse. C'est aussi un point que j'ai eu, ça c'est une équipe dans une entreprise avec des spécialisations extrêmement diverses dans la même équipe. Donc ça a permis avec cette métaphore de le faire. Euh, Encore une fois, il y a énormément de points. Voilà. J'ai hâte de le tester. Merci Muriel. Quelles sont les limites et les points de vigilance? Les points de vigilance, c'est pour le coach d'être énormément à l'écoute, d'utiliser le plus possible des questions ouvertes et des questions ouvertes dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le langage épuré, c'est-à-dire utiliser ce qui a été donné par ceux qui viennent parler pour aller plus loin dans ce qu'il en vient de dire et ne pas commencer à mettre des nouveaux mots nous-mêmes et de sortir du vocabulaire utilisé par celui qui vous interroge. Et surtout éviter les suggestions. Tant pis s'il n'y a pas à nos yeux de bonnes réponses. Les réponses sont toujours bonnes pour ceux qui les donnent. Voilà. Est-ce que les gens sont partants pour ce genre d'approche? Je n'ai jamais eu de... Sauf une personne, je vous dis que j'avais mis en spectateur. Sinon, tout le reste, en général, c'était sans aucun problème. Donc, effectivement, on sort du mental pour rentrer dans l'imagination et dans le... Ah, Isabelle demande s'il y a des conflits. Ben justement, c'est une méthode qui fonctionne relativement bien parce qu'on peut traiter les conflits entre les métaphores et non pas entre les personnes. Et c'est assez intéressant de voir que les zones où les métaphores ou les avatars pourraient s'entendre sont des pistes d'amélioration par rapport au conflit. Alors, il est l'heure ou à peu près, donc je vais vous donner le deuxième mot de passe. C'est le mot cirque. Très simple, cirque. Alors, ceux qui veulent me contacter, ben, vous me connaissez assez bien, c'est pas très difficile pour me trouver et me contacter. Et voilà, ben, je me dis merci à moi-même sur les slides standards de remerciements. Je regarde rapidement s'il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et je vois une série de euh, les textes de Jacques Brel donnés par Elsace. Il n'y a qu'un seul luxe dans la vie, c'est de pouvoir se tromper. Est-ce applicable pour les membres d'une équipe en conflit? Béatrice, oui, j'avais répondu à ça. C'est un des éléments. Et l'avantage, justement, en gestion commune qu'ils ont, et puis les zones de difficulté, est de créer au niveau des avatars des propositions, avant de revenir dans la réalité. Voilà, créativité positive. Quel livre à lire pour aller plus loin? Ben, je pense que si vous voulez aller plus loin, il faudrait peut-être lire les livres qui sont relatifs à comme je l'ai marqué dans les tout premiers slides, donc ce qui est le langage épuré, le clean language en anglais. Et je vais reprendre les termes que vous retrouviez également, donc c'est dans les tout premiers slides.
Voilà. Le symbolic modeling. J'ai fait des recherches sur Internet, il y a énormément de choses à faire. Donc, je n'ai pas de référence bibliothèque, de biblio, mais sur Internet, vous trouverez énormément de choses sur le sujet. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de monde qui travaille pour le moment. Et c'est une approche en tout cas très joyeuse et dans laquelle j'ai beaucoup pris de plaisir et j'espère que vous nous raconterez vos histoires si vous avez l'occasion de profiter du système et de l'expérimenter. J'accueille avec grand plaisir vos histoires et je vous souhaite une excellente soirée.